Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Si on parlait sport. Il sera consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département et elle sera riche comme d'habitude. Pendant près d'une heure, il y aura des coups de gueule, des analyses, des débats et des duels. Aujourd'hui, 4 chroniqueurs sont en plateau pour célébrer le titre de champion du monde de l'équipe de France de handball. Je vais comparer nos experts avec les experts tricolores. On commence ce tour de table à ma droite, musique. C'est l'un des piliers de ce talk, c'est un petit peu le Thierry Omeyer de cette équipe de chroniqueurs, toujours solide dans les duels, adroit dans la répartie. C'est aussi temporiser le jeu quand il y a des débordements. Le pistard de Vélizy 78, le capitaine Yann Dujarier est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Yann. Thierry Omeyer. Ça vous convient comme présentation? Ouais, pourquoi pas. Je n'ai jamais été très bon dans les buts, mais par rapport aux piliers, oui, ça me va bien. D'accord. Bon. Et pas que dans l'émission, dans d'autres domaines. On verra dans l'émission, en tout cas un petit peu plus tard. On passe de l'autre côté, musique. C'est la révélation de cette année dans Si on parlait sport. Et si on devait choisir un handballeur pour le représenter, ce serait sans doute le jeune arrière Rémi Lee, qui a 21 ans, a crevé l'écran pendant le mondial en terminant meilleur buteur des Bleus avec 33 réalisations. Le vengeur masqué Raoul Côté d'Autré est avec nous. Bonsoir Raoul. Bonsoir Mickaël. Alors Rémi Lee, pour cette comparaison, ça me convient tout à fait. Ça vous convient tout à fait. J'ai intégré le sport de haut niveau assez jeune aussi, donc ça me rappelle de belles années. Vous êtes en forme pour cette émission en tout cas, comme d'habitude. Ouais. Comme Rémi Lee. Tout à fait. On repasse à droite, musique, à l'image d'un Cédric Sorindo, le pivot de l'équipe de France. Il sait faire la différence dans les derniers mètres et intercepter tous les ballons en défense. Il nous gratifie de son expérience du haut niveau à chaque émission. Le président des Templiers d'Elancourt, Georges Agostino, nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonsoir Georges. Bonsoir. Voilà, encore une nouvelle émission ici dans Si on parlait sport pour vous. Oui, encore une, oui. On commence à prendre de l'expérience. Ouais, j'ai trouvé ma place, oui, on est bien. Bon, on va vérifier ça pendant l'émission. Ça marche. On termine notre tour de table à gauche, musique. C'est le Nicolas Karabatic de cette émission, incisif, technique, polyvalent. Il sait faire briller ses partenaires, mais aussi se mettre sur orbite en propulsant des tirs en lucarne dont il a le secret. On ne le présente plus, l'entraîneur du rugby club de plaisir, Jean Miss, est avec nous pour cette émission. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Jean Miss, alias Nicolas Karabatic. C'est plus que flatteur. Hein. Plus que flatteur? Bon oui, c'est considéré comme un des meilleurs, sinon le meilleur joueur du monde. Donc merci pour cette comparaison. Est-ce que vous êtes le meilleur chroniqueur, peut-être du monde? Oh non, oh là là, non. Non. J'en connais qui sont beaucoup plus forts que moi et qui sont d'ailleurs ici présents autour de cette table. Vous avez un petit message Yann peut-être? Champion du monde. Il faut le souligner. Justement, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. On va passer donc au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons évidemment parler donc de handball et du titre de champion du monde de l'équipe de France. Le handball peut-il dépasser le football? La question sera posée à nos chroniqueurs dans quelques instants. Nous parlons aussi de cyclisme sur piste avec la réintégration des fameux parias de l'équipe de France. Pervis, Boger et Dalmeda peuvent-ils toujours faire partie du projet français? Mais avant de se poser à toutes ces questions, on commence par du football américain et le très bon début de saison des Templiers d'Elancourt. On commence donc par du football américain. Les Templiers d'Elancourt ont réussi leur début dans le championnat de 2e division. Après avoir battu les Vikings de Villeneuve-d'Ascq 29-13, les Elancourtois ont remporté une 2e victoire consécutive contre les Corsaires d'Evry. Mais les Templiers sont encore en rodage, comme le précise le directeur sportif Frédéric Anderson. Continuer de gagner, continuer. On a commencé avec un match, faut enchaîner sur un deuxième, faut confirmer. Et puis chaque match, un match à la fois. C'est pas parce qu'on a gagné ce match-là qu'on gagnera le suivant. Et c'est pas parce qu'on gagne le suivant qu'on gagnera après. Rien n'est acquis, il faut continuer de travailler et rien lâcher. Les Templiers ont donc remporté leurs 2 premiers matchs, mais rien n'a été simple pour les Elancourtois. Ils ont souffert dans chacune de leurs rencontres. Ils avaient notamment encaissé 2 touchdowns dans le premier quart-temps contre les Vikings. Même problème défensif contre Evry. La question sur ce thème, doit-on se satisfaire uniquement de la victoire? Oui ou non? Oui, non. Vous pouvez voter, hein, Georges. Bon, on va faire un petit duel. Allez, Jean-Miss contre Yann. Yann pour le retour. Allez-y, Yann. Georges tranchera. Du côté de Georges pour justement éviter... Bon, pas de souci. Moi, je dis souvent... Seule la victoire est belle. Peu importe la manière, seul le résultat compte. Donc voilà, on s'en fout de gagner 1-0 à la 91e pour le football ou de gagner juste avec un touchdown ou une transformation. Moi, ça me gêne absolument pas. Ce qui compte, c'est de gagner et donc parfois d'avoir le mental justement pour aller la chercher dans les derniers instants.
tout simplement. Et puis même si on prend un touchdown un touchdown en l'occurrence dans le premier quart d'heure, justement c'est montrer qu'on va pouvoir remonter et continuer, et aller chercher la victoire. Pour moi, il n'y a pas Donc, de deux pas de matchs, souci. 2 victoires pour vous, c'est l'idéal. En même temps, on ne s'attendait pas à autre chose. Bon, voilà, ils descendent d'une division. Ils ont su annuler la spirale négative pour repartir de l'avant et puis aller chercher, j'imagine, l'objectif qui est la remontée dès la fin de cette saison. Donc on va leur souhaiter. Et puis justement, donc, comme ils ne sont qu'en rodage, l'avenir ne peut être que plus rose pour eux. Jean, c'est à vous de répondre. Bon, moi, je ne peux pas me satisfaire en tant qu'entraîneur. Je parle en tant qu'entraîneur. Il faut regarder quand même la manière et les équipes que les Templiers ont affrontées. Ils descendent de division supérieure, donc ils doivent jouer impérativement les hauts de tableau. Et là, ils ont joué un club qui montait de division inférieure, Villeneuve d'Ascq, et un club, Évry, qui était milieu de tableau. Alors, pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est pas très encourageant. Enfin, c'est pas très encourageant. Il y a quand même quelques questions à se poser lorsqu'on peine à gagner contre des équipes qui ne sont pas des hauts de tableau de deuxième division. Donc, c'est là où je mets un petit bémol et qu'on ne peut pas se contenter. Bien sûr que le résultat est là, qu'il y a 2 victoires sur 2 matchs, c'est très bien au niveau du tableau. Maintenant, il y a peut-être quelques soucis à penser pour la suite parce que, encore une fois, ils n'ont pas joué les gros morceaux de la poule et il y a quelques inquiétudes à avoir de ce fait, quoi. Voilà pourquoi j'ai... Georges, on va vous faire trancher. Ouais. Qui a raison, qui a tort? Les deux ont raison et tort. Voilà, les deux ont raison et tort. C'est vrai que les 2 victoires, elles sont là, elles sont acquises, on n'en parle plus. Voilà, c'est le meilleur début possible. La manière n'y était pas tout le temps. Oui et non. Au match d'Evry, on a fait tourner en deuxième mi-temps. C'était un des matchs. On avait déjà 28 ou 29 points à la mi-temps. Le match était plié. On a fait pas mal tourner, quelques petites blessures. Donc, ce n'est pas le même match. Villeneuve d'Ascq, un coup de froid. Il faisait -5. Ils sont plus habitués au froid, je ne sais pas. On s'est pris 2 touchdowns en quart-temps. On s'est mis dans le match. On a gagné plus facilement et on a fait tourner également vers la fin du match. Si je comprends bien, Mickaël, vous noircissez toujours le tableau, en fait, c'est ça? Je ne remercie Non, pas le forcément résultat tableau. est là. Georges Agostino valide. Le résultat final est là, il n'y a pas de souci. Mais on prend aussi ces matchs qui, entre guillemets, sont un peu plus faciles que ceux qui nous attendent bientôt, pour faire tourner l'effectif, pour donner du temps de jeu aux nouveaux, ceux qui jouent en régional l'année dernière. Voilà, on profite de ces matchs aussi. Ce n'est pas tout le temps le cas. Tant qu'on peut, on le fait. On a pu le faire la semaine dernière, on l'a fait. Les prochains matchs nous diront, j'espère que tout ça ne va pas jouer au goal average, mais si on ne donne pas du temps de jeu aux nouveaux, aux anciens qui trouvent ce niveau supérieur dans des matchs équilibrés, on aura du mal, quoi. Donc voilà, ça nous a servi, donc c'est pour ça qu'on est entre le vert et le rouge. Voilà. Raoul, est-ce qu'il faut séduire également dans le jeu? On séduit par les victoires, mais est-ce qu'il faut séduire dans le jeu pour créer une cohésion avec son public? Par exemple, pour les Templiers, les supporters qui attendent dans le froid, il faut aussi les satisfaire du coup. Il faut les Qui est reconquérir parce que ce sont 2 matchs qui sont précédés d'une déception par rapport à la descente de la division, dans la division inférieure. On a le droit de se réjouir de la victoire, mais c'est vrai que en ce qui concerne les Templiers, ils ne peuvent pas être en ce moment dans une dynamique de complaisance. Mais comme on en avait discuté dans l'émission précédente, la descente, c'était un mal pour un bien. Ils ont décidé de s'entraîner 2 fois plus. Voire 3 fois plus. Savoir tirer les conséquences des défaites et savoir pourquoi ils ont gagné encore une fois. Peut-être aussi qu'ils gagnent difficilement parce qu'il y a eu une réorganisation stratégique, je ne sais pas. On va voir avec... On sait que les Templiers sont dans une période de reconstruction. Yann, de gagner finalement, ça renforce l'équipe, ça crée une cohésion d'équipe plus facilement peut-être que dans les défaites. Ce qui est sûr, c'est que les spectateurs qui n'étaient plus là par l'effet de descendre de l'année dernière, en voyant ces bons résultats, vont pouvoir revenir. Et j'imagine que au sein de l'équipe, c'est pareil, le moral n'est pas le même du fait qu'on ait pu enchaîner 2 victoires sur les 2 premiers matchs. Bien sûr que ça a un effet et un impact intéressant. Georges, vous le sentez, vous, cet impact dans le vestiaire? Oui, notre tableau de marche est respecté. Encore une fois, c'était important de donner du temps de jeu à tout le monde. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien, pourvu que ça dure.
Il faut justement une série de victoires pour lancer, pour que tout le monde pousse dans le Oui, même sens. oui, on ne pouvait pas imaginer l'inverse. Comme ça a été dit, un promu qui monte et un club de milieu de terrain, de milieu de classement, on ne pouvait pas se permettre une défaite. Voilà, on a gagné nos matchs, c'était normal, entre guillemets. Voilà, on en tire des enseignements, ce qui a marché, pas marché. On est encore en rodage, c'est un jeu qui demande beaucoup de rodage et d'application dans les jeux. Donc pour l'instant, tout va bien. On en reparlera dans quelques semaines. Pour l'instant, ça va. Alors vous êtes pour l'instant à égalité de points avec les Caïmans du Mans. Ce seront vos plus sérieux concurrents? Dans la poule, oui. Dans notre poule, oui. Pour monter en première division, non. Dans la poule, ça va jouer parce qu'il faut finir dans les 2 premiers. Donc les Caïmans, effectivement... 2 matchs de victoire également pour eux. Voilà, également, oui. On les joue dans le 4e match, il me semble. Par contre, dans notre poule nord, non, on a Amiens et Asnières qui sont largement au-dessus. Et ça va être pour la victoire finale de la poule qui permettra l'accession en première division. Ça va jouer, j'espère, entre les Molosses d'Asnières et nous, quoi. D'accord. Et nous. Bon, on va passer au prochain passe à terme. En autre tout cas, chose. on vous le souhaite de monter cette saison et on suivra avec attention vos performances sur Téléfi 78. On va parler de handball dans cette émission à présent avec un match de gala à Montigny-Bretonneux. Pour la 2e année consécutive, les seniors de l'AS Montigny-Bretonneux Handball recevaient les équipes de France de gendarmerie masculine et féminine ce jeudi, donc 26 janvier, au gymnase Pierre de Coubertin. Cette rencontre était programmée dans le cadre d'un stage des gendarmes en région parisienne. On écoute les dirigeants des 2 structures. On cherchait un niveau de national pour nos équipes, puisque nos joueurs, nous, viennent de toute la France. Ils sont gendarmes et ils jouent en club, en civil, le week-end. Pour nous, on est très fiers de pouvoir recevoir des équipes nationales d'une corporation comme la gendarmerie pour différentes choses. C'est le rayonnement du club de Montigny au niveau national. Ça nous attire du monde, ça c'est glorieux pour nous. En venant affronter Montigny-Bretonneux, l'équipe de France de gendarmerie créée en 2015 voulait mettre en place une cohésion d'équipe en vue des championnats de France militaires programmés fin mars. Pour les équipes seniors de Montigny-Bretonneux, cette rencontre amicale devait permettre aux joueurs de se maintenir en forme pendant la trêve hivernale. Au final, ce sont les 2 équipes de gendarmerie qui ont remporté la victoire. Le score 42-25 pour les garçons et 24-18 pour les filles. On écoute les réactions des filles. C'était une bonne équipe, bien préparée, assez physique. Plus physique que nous. Et voilà, donc c'est un bon entraînement pour la suite du championnat. C'était top, on a mis de l'engagement en défense, on a tous pris du plaisir, donc voilà, c'était super. Ça nous met en confiance, ça soude encore plus le groupe, même si on était déjà bien soudés à la base, et c'est top pour nous, quoi. Alors je rappelle que les joueurs et joueuses de la gendarmerie ont un niveau équivalent à la Nationale 1, Nationale 2. La question sur ce thème, doit-on faire plus de matchs de ce type pour préparer les équipes, tout simplement? Doit-on faire plus de matchs de ce type? Oui ou non? Oui. Non. Enfin, un petit duel entre vous, Raoul et Yann. Allez, vous êtes de retour. Il faut vous mettre 2 duels tout de suite pour vous mettre dans le bain. Allez-y, Yann. En plus, j'en vois vraiment pas l'intérêt, surtout en plus quand on voit le score au tableau d'affichage sur le match Donc, masculin. 42-25 pour les 42-25, garçons et 24-18 pour les filles. Je suis pas sûr qu'ils en sortent avec un enseignement. Je parle plus des équipes locales. Je suis pas sûr qu'elles en prennent, qu'elles en tirent. C'est plus un sparring partner peut-être pour la gendarmerie, selon vous. Voilà, un sparring partner pour la gendarmerie, d'accord. Et alors, par contre, oui, c'est bien parce que ça permet de garder une dynamique et c'est pas toujours évident d'organiser des matchs amicaux lors de longues trêves. Oui, je rappelle que les matchs ont été interrompus pendant les championnats du monde de handball masculin. Voilà. Donc, une grosse trêve trêve d'1 mois et demi. Voilà, donc c'est bien de pouvoir mettre des matchs. Parce qu'en concurrent direct, ils trouveront personne de toute façon. Maintenant, voilà, là, je pense qu'il y a peut-être, c'est peut-être pas le bon calibre pour garder, pour pouvoir tirer des enseignements sur. Ils vont peut-être prendre de l'expérience, mais ils n'en tireront pas d'enseignements. C'est plus un bon entraînement pour vous. Un bon entraînement, voilà. Raoul. Non, moi, je pense que pour les 2 équipes, ça permet de se maintenir en forme et de continuer à jouer sans forcément exposer sa stratégie et son jeu, parce que le handball est un jeu très, très, très stratégique, aux concurrents qu'on va rencontrer dans les championnats. Donc d'un côté, effectivement, ça permet de maintenir en forme et de ne pas se faire trop de bobos pour les équipes nationales, et ça tire vers le haut les équipes départementales. Donc,
Et ça permet de garder une certaine, de pas trop exhiber son jeu et la stratégie qu'on risque de mettre en place pour un championnat ou pour un tournoi départemental. Jean, vous étiez de l'avis de Yann juste avant. Est-ce que Raoul a changé la donne ou pas du tout? Non, pas trop. Non, pas trop, non. J'étais d'accord avec Yann. Bon, pour moi, multiplier ce genre de rencontres, c'est assez compliqué. Et s'il y a une différence de niveau comme chez les masculins, pour moi, ça n'apporte rien du tout. Peut-être qu'au niveau féminin, puisque là, elles ont perdu de pas beaucoup, 24-18, je crois, ou 19. 24-18. Voilà, 24-18. Je sais Et qu'elles elles ont joué. ont mené à peu près sur les 20 premières minutes du match. Voilà, je sais qu'elles ont joué ici, hier soir aussi contre l'équipe de France Police. Exactement. Et elles ont perdu 25-22. Donc voilà, ça, ce sont des matchs qui sont intéressants, parce que sportivement, c'est du même niveau. Mais au niveau des masculins, pour moi, ça n'a aucun intérêt, ni pour l'un ni pour l'autre, d'organiser des rencontres comme celle-ci. Surtout qu'il y a quand même un risque de blessure important, vu la discipline. Le handball, c'est pas le cerf-volant, quoi. Je vais essayer de rebondir là-dessus. Et est-ce que vous, à plaisir, vous pourriez organiser ce type de rencontre contre les équipes de France de gendarmerie? En rugby, je parle. Oui, ouais. Dans votre club, est-ce que vous, ça pourrait vous intéresser, vous, en tant que coach? Là, le 11 février, il y a l'équipe de France de la police qui joue contre l'équipe de France pompiers au stade Robert Barran, à plaisir. Et là, c'est peut-être plus intéressant pour les deux, c'est pour une œuvre caritative. Mais moi, en tant qu'entraîneur de l'équipe première, je ne pense pas que le niveau soit le même avec l'équipe de France de la gendarmerie. C'est un petit peu plus élevé, c'est plus de la Fédérale 2, voire des fois même de la Fédérale 1. Donc ça n'a peu d'intérêt, c'est ce que je disais sportivement, si ce n'est que de blesser des joueurs. Je pense que sur des matchs amicaux, il faut quand même que le calibre soit respecté. Et quand on rencontre des athlètes qui sont beaucoup plus forts que nous, on n'en tire rien à part un bon entraînement, on n'en tire rien de particulier. Et ça peut être dangereux selon vous d'avoir, par exemple, en handball, un sport qui sur des sports de contact, mise sur le contact? Bien sûr que ça peut être dangereux. Moi, on se souvient d'un match de Coupe de France où un certain Colombien s'est blessé en foot, s'est blessé quelques mois avant un championnat du monde. Et ben, c'est quand même dommage. Donc, quand on prépare des échéances comme peuvent le faire ces équipes nationales de la police ou de la gendarmerie, quand on les prépare, c'est vrai que ça peut être dangereux de multiplier les matchs et donc du coup de mettre un joueur sur le carreau, quoi. Il y a eu même un blessé grave lors d'une Coupe du Monde de rugby, avec la différence de niveau. Les All Blacks, c'était contre je ne sais plus quel pays africain. Namibie peut-être je sais plus laquelle, mais il y avait un Trocarel qui avait été gravement blessé, parce qu'il avait pas du fait du niveau, du fait du niveau et de l'intensité. Au niveau du public, ça a ramené du monde, on l'a entendu dans l'interview du président du club. Ça ramène également du monde, ce type de match. C'était un match de gala. Est-ce que vous voyez aussi cet aspect-là de ramener du monde, de créer une cohésion entre les supporters, les joueurs et créer du plaisir, tout simplement? Oui, tout à fait. Moi, je vois ça comme un match de prestige pour les équipes de Montigny. Match de gala, match de début de saison, match de trêve. Après, est-ce que la gendarmerie c'était la gendarmerie, oui. La police, est-ce qu'ils étaient à fond? Mais je ne savais pas qu'ils avaient le niveau de National 1 et National 2. Bon, c'est quand même... Mais bon, c'est un bon match de gala, de prestige, le public était là, voilà, quoi. C'est le principal. Est-ce qu'on match amical ou c'était... c'est le principal. Alors pour information, le partenariat devrait être renouvelé l'année prochaine entre les deux structures. Ils étaient déjà venus donc l'année dernière, ils reviendront l'année prochaine. Et voilà, donc il devrait y avoir 2 nouveaux matchs l'année prochaine à Montigny-Bretonneux à peu près dans la même période. Alors on va continuer à parler de handball dans notre prochain thème. On ouvre notre page coup de projecteur. Vous le savez tous, les experts de l'équipe de France de handball ont remporté leur finale contre la Norvège sur le score de 33-26. Une 6e étoile acquise en grande partie au Versaillais Valentin Porte, qui en finale a brillé. L'arrière droit des Bleus a inscrit 5 buts sur 6 tentatives face aux Scandinaves. À 26 ans, le joueur qui évolue à Montpellier a déjà un palmarès digne des plus grands. Une médaille d'or au championnat d'Europe en 2014, 2 médailles d'or au championnat du monde et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio. Les résultats de l'équipe de France de handball ont évidemment un impact
sur le nombre d'inscrits dans l'Hexagone. Il y a aujourd'hui plus de 500 000 inscrits licenciés contre 300 000 en 2001. Le handball est désormais le 3e sport national collectif derrière le football qui culmine à 2 millions de joueurs et le basket qui compte 640 000 inscrits. Mais le hand dépasse le rugby. Dans les Yvelines, le président du comité donc des Yvelines ressent cette ampleur sur le terrain et pense que le handball peut encore grandir. Le basket, c'est fort possible puisqu'il y a une forte augmentation des licenciés cette année. Je prends comme repère les Yvelines, on est pratiquement à 8 000 alors que la saison passée, on est à 7 200. Donc c'est vrai qu'on dépassait les effectifs basket, oui. Le football, non, parce que le nombre de licenciés est tellement important par rapport au niveau du handball que j'y crois pas trop. Mais sur le plan moyen humain, financier, en jeu, non. La question sur ce thème, le handball peut-il un jour devenir le sport numéro 1 en France? Vous votez, oui ou non? Vous êtes unanime sur la question. Jean, je vous vois souriant, taquin sur cette question. Pourquoi? C'est évident, le sport national, c'est le football. Parce que tout le monde peut jouer au football, tout simplement. Et que c'est à la portée de tout le monde de taper dans un ballon rond. Alors je vais me faire des ennemis. Mais c'est malheureusement, c'est vrai. Après, dès qu'on prend d'autres disciplines, et le handball notamment, ça demande d'autres caractéristiques pour pouvoir pratiquer ce sport, qui est un sport qui est proche un petit peu du rugby, un sport un petit peu de contact, et avec beaucoup d'énergie et d'adresse aussi. Le ballon est rond pourtant en handball également. Le ballon est rond, mais il circule de main en main, un petit peu comme au rugby, et puis il y a quand même un gros impact physique dans ce sport qui est proche du rugby. Donc je ne pense pas que le handball, par contre, ne puisse dépasser le football, parce que le football, c'est carrément une usine à gaz concernant tout ce qui est un rouleau compresseur, c'est pareil. Non, mais concernant quand même tout ce qui est sponsor et médiatique, voilà, il n'y a pas un sport en France qui arrivera à passer le football, c'est pas possible pour moi. Yann, entièrement d'accord. La seule, et pourtant le hand a un avantage par rapport à beaucoup d'autres sports collectifs, c'est qu'il est quand même enseigné dans le parcours scolaire. On travaille, on joue au handball quand on est à l'école, comme on peut jouer au volley ou au basket, mais c'est vrai que le foot, on peut y jouer avec deux cartables et un ballon et une balle de tennis, avec n'importe quoi, on peut jouer au foot. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on ne pourra jamais contrer cette pratique qui est très très simple. La deuxième place, peut-être, Georges, est envisageable, peut-être 640 000 licenciés pour le basket. Deuxième place, pourquoi pas, mais j'étais étonné de ne pas avoir le rugby dans le top 3, là. Le handball a passé le rugby. Ils viennent juste de dépasser le rugby. Juste de dépasser le rugby. Oui, pour les deux sports de salon, entre le basket et le handball, oui, je pense que ils peuvent se tirer la bourre tous les deux. Mais le foot sera inaccessible, c'est évident. Vous êtes d'accord, Raoul? 640 000 inscrits, le basket, le handball, 500 000 pour l'instant. Un jour, le handball peut devenir numéro 2? Peut-être, mais le premier sport dans les mœurs ou le premier sport en termes de licenciés, c'est là que si on parle de sport national, il n'y a pas que le nombre de licenciés, il y a aussi dans les mœurs, dans les mœurs françaises. En dehors des licenciés. En dehors du nombre de licenciés, je pense que déjà dans l'engouement que ça crée, ça ne battra pas forcément le tennis. Par exemple, alors qu'en termes de licenciés, déjà le handball est déjà devant. Mais il y a un paramètre déjà qui entre en ligne de compte et qui n'est pas forcément sportif, mais déjà c'est un sport d'intérieur. Et on a du mal à demander à un sport d'intérieur, ça va être difficile pour un gymnase de créer le même engouement qu'un Stade de France ou un stade Philippe Chatrier. Ça c'est un peu difficile. Donc pour moi il y aura toujours ce blocage-là. Et en plus des sponsors, la couverture médiatique, etc., ça va être difficile. Pour moi même le rugby... ils n'arriveront pas à le battre, quoi. Le succès du handball français, il date pas de la semaine dernière. Et ça fait, bien sûr. Donc c'est déjà quelque chose qui est ancré dans le sport français. Et pourtant, même s'il y a une évolution, on ne peut pas dire que le handball occupe une place prépondérante dans le quotidien du sport français. Là, on en parle,
mais ça reste assez éphémère, Par me semble-t-il. contre, là où on peut voir que les résultats ont un impact, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fédérations qui ont de moins en moins de licenciés ou du moins de moins en moins de compétiteurs. Et ça, c'est la réalité pour beaucoup de fédérations. Il y a des gens qui ont des licences en termes de loisirs, etc. Et beaucoup moins en termes de compétition. Et là, le hand, lui, a une croissance qui continue. Et ils arrivent à garder un très haut niveau avec leurs équipes nationales. Parce que même Patrick Chable disait en interview, plus de 1000 licenciés en plus cette année. Sur le département des Yvelines. Non, mais tout à fait. Donc ça continue de croître. Nous, on a plutôt, enfin dans le cyclisme, on a plutôt l'effet inverse. On a de plus en plus de mal d'attirer les jeunes pour diverses raisons, hein, financières, parce que c'est un sport qui coûte très cher et puis on a quelques casseroles. C'est dur le vélo. Je pense pas que le hand, le rugby ou le football soient des sports plus faciles. Après c'est la tête quoi. Quand il y a un coût financier, avec un ça- ratio couverture médiatique nul, forcément ça crée la perdition du sport. Il faudra voir quand même sur la durée. Parce qu'on sait pertinemment que l'effet champion du monde, on sait à chaque fois que ça amène du licencié, que les gamins après... Comme pour le football avec l'Euro, par voilà, exemple, en tout à septembre fait. dernier. Ça, et le rugby avec la Coupe du Monde, ça amène des enfants à s'inscrire, donc ça fait monter d'un coup le nombre de licenciés sur le territoire. Mais après, sur la durée, est-ce que vraiment ça reste ouais, moi aussi, je pense quand même que ça reste éphémère. Ça continue de croître quand même depuis, mais c'est vrai que ça fait X années qu'on est sur 20 ans. 98, on s'en souviendra même dans 100 ans. Peut-être que là, 2017 handball, peut-être que l'année prochaine on en parlera plus, malheureusement. Il y a une banalisation peut-être aussi de l'export. Complètement. Ouais. Moi j'ai un ami qui m'a dit j'ai gagné des places pour aller voir la finale. Je fais putain, on était donc samedi soir. Je lui fais c'est génial. Tu vas aller voir. En plus tu vas aller voir gagner. Je voyais pas comment il pouvait perdre. C'était pas possible. J'ai même pas été voir la cote pour savoir quel était le pari à. C'était très faible. Ben voilà. Donc c'était il y avait vraiment pas d'intérêt. On savait très bien que les Français allaient gagner. Et le match a été très linéaire et voilà, il n'y a eu aucun moment de doute, aucun moment de suspense à savoir est-ce que les Norvégiens vont réussir à revenir au coup au caisse. Ça a été maîtrisé de bout en bout par nos experts. Jean, pour revenir au football, par exemple, toutes les frasques qu'il y a autour du football, les transferts records, alors quand on voit TVS par exemple qui va en Chine pour toucher 40 millions et qui finalement dit dans une interview c'est pour le côté sportif, alors qu'il n'avait jamais entendu parler du club juste avant. Est-ce que ces frasques-là, ou les frasques comme on a pu voir avec Serge Aurier par exemple, est-ce que ces frasques peuvent justement desservir le football et justement permettre au handball d'acquérir des licenciés en plus ? Non, je ne pense pas parce que malheureusement, oui, il y en a beaucoup d'exemples comme ça sur le football qui dénaturent un petit peu le sport et qui ternissent un peu l'image. Mais ça ne les détrônera pas pour autant. Ça reste vraiment le sport national par rapport à, comme le disait Yann tout à l'heure, par rapport à la facilité d'y jouer. Et ça, même si de toute façon, ça fait partie de tout ce qui gravite autour de ce sport. Voilà, cet argent qui est un petit peu trop mis au grand jour, comme ça, je trouve ça un petit peu déplacé. Et puis toutes ces frasques qu'on voit à longueur d'année, ça fait partie un petit peu, c'est le gala, quoi. C'est même pas mais c'est comme une série. Mais bon, pour moi, ils ne seront jamais détrônés. Je crois qu'ils sont à plus de 2 millions. 2 millions. Voilà, donc 2 millions, vous vous rendez compte. Ça fait 3 fois plus. Au niveau mondial, c'est le numéro 1, c'est le sport numéro mondial. C'est pas un effet franco-français, quoi. C'est mondial, ça va. Oui, c'est mondial, le foot, c'est mondial. Oui. Voilà, c'est quelque chose de... Voilà, c'était le mot de la fin, Yann. Voilà. C'est la cloche a retenti. On passe maintenant à notre deuxième coup de projecteur. Elle concerne le cyclisme sur piste, votre domaine de prédilection, justement, capitaine Yann Dujarier. On en avait déjà parlé dans cette émission. Les Yvelinois François Pervis, Grégory Boger et Mickaël Dalmeda avaient été écartés de l'équipe de France suite à leur comportement pendant les Jeux Olympiques de Rio l'été dernier. Ils avaient notamment critiqué dans la presse la préparation pour les JO, ce qui avait nui, selon le DTN, aux performances des sportifs pendant la compétition. Le DTN voulait également des excuses pour les sorties dans la presse et un projet sportif cohérent pour pouvoir les réintégrer. Sous l'impulsion du ministère des Sports, les sprinteurs et le DTN ont rangé les couteaux. Un accord devrait être validé d'ici le 10 février. François Pervis pourrait même participer à la Coupe du Monde. Voilà, la question sur ce thème, doit-on réintégrer les 3 sprinteurs tricolores dans la sélection française ? Oui ou non ? Ah, un petit duel entre vous, Jean et Georges ?
Allez, Jean. Ah bah, on a spécialiste, mais Le spécialiste tranchera après. tranchera. Allez-y, Jean. Ouais, le Est-ce qu'on doit les spécialiste réintégrer après tout ce qu'ils ont fait pendant les Jeux Olympiques? Alors moi j'ai dit non. Et j'ai dit non parce que malgré le fait que ce soit un sport individuel, c'est quand même un sport d'équipe avant tout et une équipe nationale. J'estime que ça doit faire partie d'une des valeurs, premièrement parce qu'ils représentent leur discipline, ils représentent le pays et ils se doivent d'avoir un comportement exemplaire. Et ce n'est pas le cas de ces garçons-là, apparemment, puisque ce n'est pas la première fois qu'on en parle, et donc notamment sur les derniers Jeux Olympiques à Rio, où ça s'est très mal passé. Donc moi, je serais DTN, et bien, j'en voudrais pas. J'en voudrais pas parce que pour construire sportivement une équipe qui tienne la route, eh bien, ça fait partie d'avoir des bons garçons. Et si les gars ils rentrent pas dans le moule, mais ils ont beau être forts, je crois que c'est pas ni la première ni la dernière fois qu'on le verra dans le monde du sport en règle générale, où des têtes brûlées, pour ne pas dire autre chose, seront écartées d'une équipe nationale. Donc pour moi, ça doit faire partie d'un des facteurs privilégiés. Georges, allez-vous remporter le duel? Moi je dis oui parce que les bons garçons, généralement c'est pas tout à fait eux qui gagnent les médailles. Là on a affaire à des gars qui ont des palmarès énormes, qui nous ont montré à diverses reprises ce de quoi ils étaient capables. Hein. Ils ont dit leurs 4 vérités. Bon, c'est passé par la presse. Maintenant on sait que tout passe par la presse. Donc bientôt au vélo, ils vont faire comme au foot, ils vont se cacher pour pas qu'on sache. Mais bon, voilà. Maintenant c'est normal que tout passe par la presse. Ils avaient des critiques à faire. Tout le monde est au courant. Ils ont été punis. Les Jeux Olympiques, c'était au mois de juin. Ça date un petit peu maintenant. Donc voilà, ils ont eu leur punition, on va dire. Mais ça reste 3 merveilleux cyclistes qui ont leur palmarès, qui ne sont pas en bout de course. Et ils ont encore de quoi prouver. Et c'est vrai que François Pervis, 6 titres de champion du monde. Oui. L'homme le plus rapide du monde sur le kilomètre. Il est médaille de bronze au JO, donc, et 14 médailles mondial. Grégory Boger, surnommé le Tigre, il a 32 ans, 9 titres mondiaux à son actif. Il est l'un des meilleurs pistards de l'histoire en vitesse individuelle avec ses 9 titres. Mais il n'a jamais remporté l'or au JO. Et Michael D'Almeida, 29 ans, médaillé d'argent au JO de 2012 en vitesse par équipe, médaillé de bronze en 2016, champion du monde 2015 en vitesse par équipe. Donc vous le disiez, un palmarès long comme le bras. Pour eux, ils ont été, ils en ont donné beaucoup à la France. Après, se permettre n'importe quoi, non, ils ont quand même pas. Ils ont critiqué un peu leur entraînement, je crois, si je comprends bien, leur manière de préparer ces Jeux Olympiques. Et également les techniciens pendant les JO. Voilà, ils ont critiqué. Est-ce qu'on n'a pas le droit de critiquer quand on porte le mot d'équipe de France? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, ça me choque pas. Après, il y a critique et critique, il y a violence et violence, il y a tout. Enfin, on voit ça. C'est vrai aussi, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est très difficile. On voit dans les affaires qui secouent aujourd'hui le monde politique, c'est très difficile de garder des choses en famille. Surtout qu'ils ont tout fait pour que ça se sache en plus. Je crois qu'ils sont passés en direct juste après. Oui. Yann, à vous de trancher. Moi, j'ai dit oui, mais. Ah. Oui. Donc vous rejoignez Jean et Georges. Complètement. Voilà, c'est-à-dire que déjà première chose, il va falloir quand même tout mettre à plat avec la DTN parce que cette sanction est venue un petit peu, quasiment sans les consulter, c'est-à-dire qu'on vous punit mais on vous explique pas pourquoi. Donc il va falloir remettre tout à plat pour repartir sur de bonnes bases. Et c'est pas fin. Et avec des sportifs comme eux qui ont un vrai caractère, ça doit pas être si simple. Maintenant, je pense que l'équipe de France en devenir a aussi besoin de leur expérience pour gagner du temps. Voilà, ils ont besoin, il faut faire gagner du temps à Sébastien Vigier, à Melvin Landerneau, à Quentin Lafargue. Ils ont besoin d'eux pour pouvoir peut-être aborder Ils doivent transmettre leur expérience, faire un passage de relais. Bien sûr, on a eu des gens. On les voit justement pendant les championnats d'Europe. Et je pense que Grégory, Michael, François ont des choses à leur apporter et c'est en ça qu'on doit les réintégrer en équipe de France. Mais voilà, il faut que le discours soit très, très clair dès le départ et que le deal soit clair. Maintenant, aussi la raison pour laquelle il faut les réintégrer, c'est que le mal, il date pas du mois d'août 2016. Il date de bien avant. Ça fait des années que Grégory prévient que les méthodes ne sont pas les meilleures, qu'on a du retard par rapport aux autres nations. Et pourquoi n'est-il pas écouté si il pose le problème depuis des années?
Je suis malheureusement pas à la fédération. J'ai pas d'entrée. Je sais pas du tout pourquoi. Est-ce qu'on leur donne pas les moyens? Enfin, je sais pas. Si, je pense que c'est parce que, enfin voilà, on a la fédération française de cyclisme n'a pas les moyens de les accompagner à la hauteur de ce qu'ils devraient faire. Voilà, moi j'ai eu la chance de voir les Anglais s'entraîner quand on est allé à Manchester pour les championnats du monde master. On voit bien que c'est pas la même chose. On voit bien qu'il déjà en termes de quantité d'athlètes, il y a pas ils n'arrivent pas à encadrer le même nombre d'athlètes en Angleterre que ce qu'on arrive à faire nous en France. On a le même vivier, hein. Je pense même qu'on a même un plus gros vivier en France qu'en Angleterre, mais l'accompagnement n'est pas du tout le même. Et on sait très bien que, bien sûr, on sait très bien que aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le champion olympique, les 2 champions olympiques anglais qui sont en couple, ils ne sont pas sur le vélo cette année. Hein. Eh bien, nos athlètes, on leur demande de remettre encore à la poignée pour aller taper les championnats d'Europe, pour aller, alors que les gros, ils sont en pleine période de repos pour pouvoir déjà préparer les prochaines échéances. Ils sont pas du tout sur les mêmes principes que les nôtres. Donc voilà. Maintenant, ça c'est juste une explication. Et donc pour moi, voilà, le problème est que la fédération française n'a pas assez d'argent pour les accompagner. Aujourd'hui, voilà, il va falloir tout remettre à plat pour pouvoir recréer cette dynamique, parce qu'on a des vraies pépites de très très bons jeunes qui ont eu des résultats en octobre dernier et puis sur les coupes du monde qui ont eu lieu aussi à côté. Donc et puis il y en a d'autres encore qui n'ont même pas pu participer à ces championnats qui vont aussi arriver. Je pense à une petite jeune de Créteil qui est une sprinteuse incroyable, qui est en pleine formation, et elle, quand elle va arriver au très haut niveau... Vous allez mettre une petite pièce sur elle pour l'avenir. Mathilde Gros, j'étais en train de chercher son nom et son prénom. Voilà, Mathilde Gros, c'est quelqu'un qui est une petite gamine qui est vraiment impressionnante, avec le peu de recul qu'elle a et le peu d'expérience qu'elle a sur le cyclisme, sur piste. Donc voilà, il faut que tout ça prenne. Et moi, je veux aussi comprendre une chose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Sandy Claire, qui a exactement la même fonction que ces 3 garçons, alors que elle n'a fait aucune phrase et qu'elle n'a absolument rien dit. Et elle n'était même pas conviée à... On posera la question d'Étienne quand on le rencontrera voilà. sur une Pourquoi prochaine Sandy Claire a été exclue, alors que c'est pareil, c'est une jeune gamine qui est adorable, qui fait son maximum. Et aujourd'hui, elle s'entraîne toute seule hier avec son frère. Voilà, on ne sait pas, elle n'était même pas conviée à la réunion avec le ministère. Bravo. Le torchon n'a-t-il pas trop brûlé, selon vous, Raoul, entre la direction technique nationale et les pistards? Est-ce qu'il, voilà, tout simplement, le travail sera incompatible, sera impossible entre les deux, entre le DTN et entre les 3 pistards? Non, et puis je ne pense pas que des paramètres politiques ils doivent rentrer en ligne de compte. Une fois qu'on fait table rase, on le fait vraiment. Ils sont allés vraiment. quand même jusqu'au ministère des Sports pour régler la situation. D'accord, mais une fois qu'on se recentre sur des objectifs sportifs, il faut absolument faire table rase des conflits politiques antérieurs. Donc il est très important qu'il y ait une nouvelle collaboration qui se mette en marche, parce qu'il y a une équipe de France jeune qui a déjà fait ses preuves au championnat d'Europe, qui est en devenir et qui a besoin, je pense, de l'expertise des anciens qui ont un palmarès derrière eux. Donc l'avenir, c'est pas eux. Donc il faut absolument qu'ils sachent faire jouer leurs atouts, mais voilà. Rapidement, Yann. Dernière chose. On parle quand même d'un sport individuel, comme on disait au départ. Je trouve que c'est pas un DTN de mettre un terme à la carrière d'un athlète individuel. C'est à lui de décider. Quand on est sur un sport collectif, d'accord, il a plus le niveau pour pouvoir intégrer une équipe. Là, c'est pas le cas. C'est à eux de décider s'ils veulent arrêter ou pas. C'était le mot de la fin sur ce thème. Alors, on va parler maintenant de golf. Vous le savez tous, la prochaine Ryder Cup, l'équivalent de la Coupe du Monde du golf, sera organisée en France et plus précisément au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines du 28 au 30 septembre 2018. Pour communiquer sur cet événement, un compte à rebours géant a été installé ce mardi 31 janvier à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alice Deschamps est allée recueillir les réactions. Je ne suis pas adepte de golf, enfin, je ne connais pas trop. Bon, mais si on met ça là pour découvrir cette discipline, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, ça permet de découvrir, parce qu'il y a des disciplines sportives qu'on connaît très peu. Il y a beaucoup de passants qui peuvent le voir, c'est cool. Mais moi, je ne savais pas trop que ça existait avant de passer devant le panneau, en fait. Donc voilà.
Les gens vont voir le geste du golfeur, la pendule, se poser la question. Plus les animations qui sont en cours sont excellentes. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on sorte plus de notre golf et venir voir les gens. Yann, vous avez un petit message? Ouais, Je vois marqué parking. Pour moi, la plus grosse question, ça va être ça. Comment est-ce qu'on va régler les problèmes de parking pour pouvoir venir voir la Ryder Cup? J'espère que là-dessus, ils vont anticiper parce que sinon, ça peut vraiment tout gâcher. Voilà, justement dans l'anticipation, ils y sont en ce moment même. J'ai Du coup, faut-il lancer donc dès à présent la communication pour la Ryder Cup? Oui. On est à 604 jours, enfin au moment de l'enregistrement du micro-trottoir, c'était 604 jours. Est-ce qu'il faut lancer dès à présent la communication? Oui, vous êtes unanime sur la question. Pourquoi, Jean? Parce que c'est un événement, dans cette discipline, c'est le plus grand événement du golf, dans la discipline. Donc ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Yann l'a soulevé. C'est un des principaux problèmes. Ils vont le régler, certes, ils vont le régler, mais ça passe par là. Et encore une fois, le comité d'organisation, un tel événement ne se prépare pas comme ça à la légère. Il faut vraiment y mettre les moyens. Les moyens, ils les ont. Ils ont signé des partenariats dans l'ampleur de l'événement. Donc il faut y aller. Là, il faut y aller. Yann. Ouais, oui et non. Alors, je vais prendre l'exemple avec les championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont eu lieu à Saint-Quentin en 2015 et comparer avec les championnats d'Europe qui ont été organisés en 2016. Le même moyen de communication, on va dire, entre les deux, hein, puisque, enfin voilà, on va pas commencer à faire de polémique là-dessus. Mais championnat du monde, tout a été plein sans aucun souci. Championnat d'Europe, pas du tout. Donc, pour un événement tel que la Ryder Cup, je ne pense pas que la communication soit importante pour faire venir le golfeur. La Ryder Cup, c'est le 3e événement sportif le plus regardé derrière les JO et la Coupe du monde de football. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que tout le monde voudra aller voir. Il y a un nombre de pratiquants de golf en France qui est important, donc on voudra aller voir, et puis simplement des sportifs qui voudront aussi aller voir pour se rendre compte de ce que ça peut être. Là-dessus, je ne pense pas. Maintenant, c'est vrai que pour pouvoir ramener des spectateurs locaux, en effet, il faut communiquer très très tôt pour qu'ils viennent se déplacer, puisque la plupart des gens ne savent même pas que la Ryder Cup sera organisée sur place. Georges, vous n'étiez pas d'accord avec mes chiffres? Non, je crois que c'est le football américain qui est pour le Super Bowl, très loin au Super Bowl, le plus regardé au monde, l'événement majeur le plus regardé au monde. Ouais. Voilà, qui est organisé ce dimanche. Ça se compte entre un milliard qui est organisé ce milliard. Bon, je vais référer les chiffres après l'émission. Je crois. Raoul, du coup, au niveau de la communication, il faut la lancer dès maintenant, la communication. Oui, je pense que c'est important. Après, ça fait quand même plusieurs émissions qu'on en parle maintenant de cette Ryder Cup. En France, moi, je commence à avoir un petit peu ma copie et je remarque que j'étais pessimiste au début parce que je trouvais qu'ils voulaient absolument se calquer sur les événements américains, essayer de reproduire la même chose, et pour moi c'était perdu d'avance. Vraiment, parce que pour moi la place du golf en France, ça n'a rien à voir avec dans les pays anglophones. Et je remarque qu'en fait, il y a certains sponsors qui sont vraiment... Parce que je pense que, voilà, c'est là où je rejoins Yann, il y a aussi une pub à l'international à faire pour faire venir tout le monde. Et elle se fait naturellement. La Ryder Cup, les gens c'est comme pour toi dans le sport équestre, les championnats du monde ou les jeux équestres. Tous les 4 ans, tu sais où vont se dérouler les jeux équestres. Fait, ouais. Voilà. Moi, j'ai su que les jeux équestres existaient quand ils ont été organisés en Normandie il y a 2 ans. Ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Ouais. Mais voilà, avant, je ne savais même pas que ça existait. Ouais, mais ce n'est pas ce type de public qui veut le faire venir. Voilà, après, ça dépend quel public on veut faire venir. Est-ce qu'on veut faire venir du public local? Et donc, dans ces cas-là, en effet, il faut communiquer très longtemps à l'avance pour pouvoir le faire venir. Parce qu'au championnat d'Europe, il n'y avait personne dans les gradins au vélodrome. Alors qu'au championnat du monde, comme c'était un événement beaucoup plus important international, et bien donc les gradins étaient pleins parce que les gens viennent naturellement pour voir un championnat du monde. Donc là, une Ryder Cup, on va se déplacer naturellement. Maintenant, si on veut du local, il faut communiquer, et là ils s'y prennent largement en avance, et c'est très très bien, et c'est cette façon qu'il faut faire. Il y a également le carnet de golf aussi, on va voir les images je pense à l'écran. Le carnet de golf qui a été lancé pour les plus jeunes, donc c'est les classes de CM1 et CM2 qui vont pouvoir travailler en fait autour des mathématiques, autour de l'histoire sur la Ryder Cup. Est-ce que c'est important aussi d'intégrer les jeunes, du coup de leur donner envie de se déplacer avec leurs parents du coup dans quelques mois pour assister à la Ryder Cup? C'est également un vecteur de communication, pour le coup. Georges? Ouais, la Ryder Cup, il faut profiter de l'événement qui va durer je ne sais pas combien de temps, 1 semaine, 15 jours 3 jours. 3 jours. 3 jours, mais avec la préparation de semaine. Ouais, 3 jours. Il faut profiter de cet événement pour faire connaître le sport et pour
pour que ça ait un rayonnement local, national, local et national, bien Il sûr. ne faut Oui. pas oublier que le golf, c'est un très beau sport, en plus. Pas du tout télévisuel, mais... Non, mais très beau sport à pratiquer. Ah, Moi, d'accord. enfin, voilà, on m'a surtout déconseillé d'essayer. Pourquoi? Parce que sinon... Vous nous direz après l'émission. On va maintenant quitter les greens de golf pour l'océan Atlantique. C'est l'heure du débat sur le Vendée Globe. Trois Yvelinois ont participé cette année au Vendée Globe. Tanguy de la Motte, qui a abandonné, le Versaillais Éric Bellion, qui a lui dépassé l'équateur, et Laurent Bolitin, Louis Burton, qui vient tout juste d'arriver au Sable d'Olonne. Le skipper est arrivé donc ce jeudi 2 février. Il a réalisé son tour du monde en solitaire et sans escale en 87 jours, 21h45 à bord de son IMOCA Bureau Vallée, et termine 7e de la course. On l'écoute, il était évidemment ravi. J'ai pas vraiment de mots pour décrire ça. Je m'attendais on m'avait dit que ça serait très fort. Je m'attendais pas à débouler à 20 nœuds sur la ligne, à arriver avec du vent comme ça, plus d'hélice sur le moteur, donc toute la rentrée là c'est rock'n'roll. Et surtout c'est de voir autant de monde d'un coup au bout de 3 mois de solitude. C'est un vrai bonheur en fait. Alors, Laurent Bolitin, Louis Burton est arrivé ce 2 février, 15 jours après le premier Armel Lecléache qui était arrivé le 19 janvier dernier au Sable d'Olonne. Pourquoi ce décalage? Le bateau de Louis Burton n'était pas équipé de foil. Seulement 7 bateaux sur 29 est équipé de ces appendices installés sous le bateau qui permettent d'aller plus vite. La course est-elle déséquilibrée dès le départ, messieurs? Vous votez? Oui ou non? Oui, j'écris mal, mais bon. Qu'est-ce que vous avez marqué? Je comprends plus rien à tous ces records. Voilà. Pourquoi? Georges, rapidement, parce après on parle des feuilles. J'ai l'impression qu'ils ont fait tous les records de voile en 15 jours. Le Vendée Globe est parti. 30 jours après, il y a un gars qui est arrivé. Je pensais qu'il avait gagné le Vendée Globe. Bah, pas du tout. L'autre, il a gagné 15 jours plus tard. Thomas Coville. Après, il y en a encore un autre qui a battu un record de je ne sais pas quoi. Et j'ai l'impression que le mois de janvier, il va tous les records possibles et imaginables. Je ne suis pas un gros fan, vous avez pu vous en apercevoir, mais les infos que je reçois, je ne comprends plus rien. Donc ce sport va-t-il devenir populaire? Sûrement, on le voit, il y a des milliers de gens qui attendent les gens, mais je ne pense pas plus que ça. La communication, elle est nulle, elle est très bien pour les sponsors, parce qu'on appelle le bateau Banque Populaire, Cassoulet, etc. Donc très bien pour eux. Pourquoi tous ces records? Tout simplement parce qu'il y a des foils, des nouveaux dispositifs qui sont installés sous les bateaux qui permettent d'aller plus vite, en gros, voler sur l'eau et de mettre moins de temps à changer de cap. Je voudrais juste poser une question. Est-ce que lors du précédent record, on le voit bateau était justement équipé d'un foil ou pas? Comment? Excusez-moi. Est-ce que sur le précédent record, le bateau est équipé d'un foil ou pas? Non, c'était la première fois. Eh bien donc, avec 100 foils... C'est de la tricherie. Mais non, sans foil, le précédent record a fait 12 jours de moins que notre Yvelinois. Donc, alors, en effet, cette année, il y a une donnée nouvelle, il y a une technologie nouvelle, mais quand on part au début d'une saison de Formule 1, Mercedes, il n'a pas les mêmes... Enfin, Force India n'a pas les mêmes moyens que Mercedes. Est-ce que c'est équitable, au final? Mais on n'en a rien à faire. Et ce qu'il faut, c'est avoir les moyens. Si on donne les moyens à 7 bateaux, si on a les sponsors pour pouvoir avoir cette nouvelle technologie, c'est qu'on estime que vous êtes un pilote qui peut maîtriser cette technologie. Parce qu'on peut me donner la Formule 1 de Lewis Hamilton, je ne serai pas champion du monde pour autant. Donc je pense que cette technologie, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Tout le monde ne peut pas piloter un bateau avec cette technologie. J'ai vu des images régulièrement du bateau de l'Anglais. Le bateau de l'Anglais, en effet, il était tout le temps à 90 degrés par rapport à la flotte. Je me disais, mais dans quelle position il est à l'intérieur du bateau, lui, pour pouvoir dormir ou Grâce à ces fameux foils. Grâce à ces fameux foils. Mais donc, tout le monde n'est pas capable de pouvoir passer 80 jours, ou 72 d'ailleurs, parce que le nouveau record, 72 jours comme ils l'ont fait, à 90 degrés. Donc c'est peut-être aussi ces raisons qui font qu'au départ, tout le monde n'en est pas équipé. Jean? Non, je rejoins pas trop Yann là, parce que parce que je pense. Justement, c'est la rubrique, le débat. C'est la rubrique, oui. Je suis pas convaincu, il faudrait leur poser la question, je suis pas convaincu que l'ensemble des marins ne soient pas capables de manœuvrer ces bateaux équipés du Floyd. Moi, je trouve que
c'est qu'ils partent pas avec les mêmes armes au début. C'est pas une question de capacité. Je crois que c'est comme sur les Formule 1, il y a des choses qui sont interdites pour que les véhicules soient quasiment... Mais au final, c'est autorisé. Le problème ne vient-il pas des organisateurs? Oui, mais là, après, c'est une question de moyens, parce que je pense quand même que ça, c'est... Oui, c'est un coût supplémentaire. C'est un coût énorme. Tout à fait. C'est un coût énorme. Donc, c'est une question de moyens. C'est-à-dire que là, il y a 7 bateaux qui sont équipés parce qu'ils ont trouvé les moyens financiers d'être équipés. Mais on part pas, les bateaux ne partent pas avec les mêmes armes. Ça n'empêche que... c'est un peu regrettable. Si on parle de sport, là, quand même. Oui, mais si on regarde bien, sans foil... Là, il y a 4 ans. Il n'y a pas une grosse différence selon moi. Il a mis que 3 jours. Il avait mis 3 jours de plus seulement. Ouais, ça veut dire que sur les 7, même avec les foils, il y en a qui n'ont pas fait, un meilleur. Oui, mais c'est les éléments naturels. Et ce qui est sûr, c'est que le foil, quoi qu'il en soit, il permet d'aller plus vite. Quasiment 2 nœuds plus rapidement. Bien sûr. Parce que en fait, c'est un système de portance qui fait que la traînée, donc la surface du bateau sous l'eau, est réduite. Donc forcément, on va plus vite. Donc c'est pour ça que moi, je rejoins les deux avis. Est-ce que ça crée un déséquilibre? Oui. Est-ce que ça ternit à l'image de la course? Non, parce que je pense qu'on aborde le Vendée Globe un peu comme on aborde le Paris-Dakar, avec la connaissance de ses moyens, les objectifs en fonction de ces derniers, et on essaie de fournir le meilleur. Ceux qui sont équipés du foil, ce sont les champions, les professionnels, ceux qui courent après des records et ceux qui cherchent à tout le temps les améliorer. Mais il y a aussi certains skippers qui intègrent cette course pour le prestige et qu'ils soient équipés de ça ou pas. C'est plus une course contre eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ça ne va pas ternir l'image de la course. Mais est-ce que ça crée un déséquilibre? Ça, c'est indiscutable. Georges, il y a plus de mérite peut-être à terminer ce tour du monde sans les foils? Il y a plus de mérite ou pas? Ça influe sur la vitesse. Mon spécialiste me dit que non. Mais non, mais ça influe sur la vitesse. Si le gars il met 15 jours de moins, mais il est de travers par rapport au gars qui est tout droit. C'est même pas il n'y a que 3 jours d'écart. Il n'y a que 3 jours d'écart par rapport au précédent record. Il n'y a que 3 jours de mieux. C'est pas la folie quoi. Sur une course qui dure presque 3 mois. Est-ce qu'on enlève le mérite à Peter Hansel d'avoir gagné le Dakar? Non. Donc c'est une perf en fonction de ses moyens. Tout le monde a son mérite en fonction de sa prestation, je pense, dans une course comme celle-là, assistance ou pas. Peter Hansel, comme tu dis, il avait 2 adversaires sur le Dakar. C'était ces deux coéquipiers. Chacun se bat ils ont la meilleure voiture. Donc là, voilà, chacun a un bateau. Moi, j'ai le meilleur bateau et je gagne. Je trouve ça super beau. Et j'adore voir les images de trimaran quand les bateaux. Quand ils ne touchent plus, ils volent au-dessus de la mer. C'est magnifique à voir, quoi. Donc non, il faut continuer. Et alors par contre, ce sport gagne en visibilité grâce aux moyens techniques qu'on leur propose maintenant. Et c'est génial, quoi. Ouais. En tout cas, pour ces prochaines courses, Louis Burton, donc qui a terminé 7e, a déjà annoncé l'achat de Banque Populaire 8, le bateau à foil qui a mené Armel Lecléache à la victoire. Finalement, ça sera peut-être banal dans les années à venir de voir des bateaux avec foil. Mais bien sûr. Yann, bien sûr. C'est comme l'Euro Formule 1 quand il est apparu. Dans le vélo, même maintenant chez les amateurs, on a tous les mêmes roues que les champions. Ils ont des moteurs. Ils ont le même moteur aussi, oui. Petit moteur dans le cadre. Non, on n'a pas de moteur, mais on a tous le même matériel. Donc il n'y a pas de raison qu'au fur et à mesure, tout le monde en soit équipé. Il ne faut pas être trop contre l'évolution technique dans le sport parce que souvent, elle sécurise aussi l'intégrité physique des sportifs. Et le foil en question aussi, au-delà d'aller plus vite, permet aussi de réduire les secousses et de les rendre quasiment nuls par rapport au bateau, donc d'éviter certains risques qui pourraient être dramatiques pour le bateau et surtout pour le skipper. Donc, mais ça devient à la portée il de tout le monde, faut favoriser ça et il faut le rendre justement à long terme accessible à tout le monde. Comme ça le bateau, il était vraiment. Moi, on a vu des images où le bateau, vraiment, je me demandais où est-ce qu'il était à l'intérieur. Et est-ce qu'on risque pas, Raoul, dans quelques années, de se dire, comme pour la natation, d'enlever les combinaisons? On avait autorisé les combinaisons en natation et finalement on les renlève quelques années après en disant finalement. Ça va pas durer une saison. Finalement, pendant 2 saisons. 2 saisons. 2 saisons. Mais bon, moi j'ai trouvé ça dommage de revenir en arrière. Et maintenant, ça n'empêche que. Oui, mais alors est-ce qu'on risque pas d'arriver à ce même système, de revenir à l'essence même de la course avec
un Vendée Globe plus classique, on va dire, entre Alors, guillemets. dans ces cas-là, il y aura des bateaux pour le Vendée Globe et des bateaux équipés de foil qui feront la route du Rhum, qui feront d'autres épreuves. Mais c'est pas grave. Après, on a le règlement de l'épreuve. On se met au règlement de l'épreuve. Par contre, c'est pas. Enfin, si, on sera capable d'aller battre le record sans foil. Je suis sûr que dans quelques années, sans foil, on sera capable de battre le record qui a été établi cette année. Il n'y a pas de raison. Raoul, vous êtes d'accord avec Yann? Tout à fait. Ouais. Et puis surtout, tout dépend de qui se mesure à qui et pourquoi et comment. Donc, peu importe les armes qu'on a, si en face de soi, les armes sont les mêmes et on sait que le concurrent direct, c'est celui qui a les mêmes que les siennes, c'est pas un problème. Pour revenir vite fait à la combinaison, moi j'ai adoré en natation parce que ces combinaisons leur ont aussi permis de progresser techniquement. Voilà. Et donc du coup, une fois qu'ils ont enlevé ces combinaisons, mais le gain technique qu'ils avaient eu dans la technique de nage, eh bien ils ont pu le reproduire sans ces combinaisons. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont quand même capables de battre ces records, toujours ces records. C'est une performance qui nous est inconnue à la base. Et après, c'est le même problème avec le dopage. Ça sera le mot à la fin. Juste rapidement, Jean, de voir des foils comme ça dans le milieu du bateau, est-ce que ça vous donne envie, vous, de vous lancer dans le Vendée Globe? Ça y est, on en parlait avec Georges, justement. Apparemment, c'est à la portée de tout le monde. On s'inscrit au prochain Vendée Globe. Bon, c'est noté en tout cas. C'était les fils qui financent. Voilà. Bon, on va voir avec la direction avant de s'engager. Pas les ça va pas coûter cher. En tout cas, un grand bravo à Louis Burton qui a donc bouclé son périple donc, sur ce Vendée Globe 2016. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi 16 février pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. À bientôt sur Téléfil 78.